Aujourd'hui, nous sommes au hameau de l'Étoile à Saint-Martin-de-Londres. À la technique, nous avons avec nous Christine. Nous sommes dans le camping-car où nous avons le studio virtuel et nous recevons aujourd'hui Grégory Mutombo. Bonjour Grégory. Bonjour Pierre. Grégory, après une enfance intuitive, vous êtes passionné pour la parapsychologie, les perceptions extrasensorielles. Vous vous engagez dans l'armée. Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis posé la question au terme d'une introspection du chemin emprunté pour exprimer en quelque sorte là justement cette parapsychologie, cette vérité intérieure, ce chemin spirituel que je percevais depuis l'enfance. Et la réponse qui m'a été donnée, avec une forme d'évidence intérieure, a été celle justement du chemin de l'armée. Alors ça m'est venu comme des flashs où je voyais des militaires et des régiments. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais lorsque je me suis posé la question. Je voyais plutôt quelque chose de beaucoup plus préservé, protégé des aléas de l'existence, quelque chose qui résonne totalement avec l'idée que je me faisais de la paix, de l'amour et l'harmonie. Et donc c'était la réponse à la question de quelle manière transposer mon aspiration spirituelle dans ce monde. Eh bien, la réponse qui m'a été donnée, c'est en t'engageant dans l'armée. Maintenant, vous êtes ex-militaire, vous êtes écrivain, vous êtes romancier, vous êtes essayiste, vous avez écrit un livre, Les enfants soldats, pour lequel vous dialoguez avec les victimes et leurs bourreaux. Et vous devenez un spécialiste de l'analyse et de la compréhension des comportements criminels. Vous êtes aussi conférencier et formateur. Pourrait-on dire que votre particularité, ça serait la compassion et votre refus de juger ? Oui, on peut dire ça. Alors, c'est pas nécessairement une chose que je porte plus que quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce chemin, moi, d'immersion dans des milieux qu'on peut apparaître comme hostiles, eh bien, moi, ce chemin-là m'a conduit à sortir de toute forme de jugement, de rejet, de condamnation, sur le simple postulat que l'autre est présumé adversaire ou ennemi, ou qu'il a été désigné par tel ou tel gouvernement comme étant l'ennemi à battre. Et que, au-delà de la forme, au-delà de l'opposition manifestée, eh bien, il y a face à soi toujours un être humain qui attend la même chose que soi, c'est être en paix, vivre l'amour, vivre l'harmonie, et le chemin qu'il emprunte, peut-être, il peut sembler éloigné du sien, différent, mais au-delà de la forme, en vérité, ce qui l'anime, au sens anima de l'âme, c'est je veux me rappeler de ce que je suis et en faire l'expérience. C'est ça, donc c'est pour ça que vous parlez de la même manière, si je comprends bien, aux bourreaux comme aux victimes. Oui, c'est-à-dire que je ne peux plus les considérer l'un et l'autre comme un qui aurait raison, l'autre qui aurait tort, ou quelqu'un qui ferait bien, l'autre qui ferait mal. On va dire, c'est deux êtres qui se sont donné rendez-vous pour sortir d'un schéma limité, limitant, clivant, celui de j'ai besoin on va dire de la force, de l'oppression de l'autre pour retrouver ma dimension, et l'autre et qui va dire j'ai besoin je n'arrive pas à sentir en moi la fluidité, l'amour, et donc je vais aller trouver quelqu'un d'autre pour justifier ce non-amour que j'ai en moi, cette colère, en mettant une croix sur l'autre. Alors bien sûr que si on reste sur une vision parcellaire des choses, on va dire non, voyons. Là, tu vois bien qu'il y a une victime, et là, il y a quelqu'un qui joue le rôle du bourreau, enfin, qui est bourreau, certes, de ce point de vue-là. Mais moi, ça m'a conduit à sortir de la voie duel des choses. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de cette histoire d'enfant soldat, les fois où j'ai pu être confronté à la proximité immédiate d'enfants soldats, à qui, d'un point de vue là, effectivement, immédiat, eh bien, on demande
de commettre des abominations. Alors je me suis allé à une forme de condescendance, porteuse de pitié. Je me suis dit, voilà, c'est horrible ce que cet enfant-là est en train de vivre. Il y a toujours une sorte d'injonction, de rappel à l'arrière-plan qui me disait, de la part de l'enfant, mais qui es-tu, toi, pour me juger en tant que victime, pour ne pas comprendre que ce que je vis là, il y a une partie de moi qui l'a demandé, pour justement sortir totalement de la notion de victime. Alors peut-être que toi, tu n'as pas le courage de vivre ce que je vis aujourd'hui, peut-être que toi, tu as choisi un chemin plus confortable que le mien, mais de grâce, ne préjuge pas de ce qui m'amène à être ici. Et à partir du moment où on sort là, effectivement, ce jugement qui est le même, hein, si je juge l'un bourreau, bien c'est un jugement pour la victime. Eh bien, dès lors qu'on sort cette notion duelle des choses et qu'on prend un peu de hauteur, on voit à quel point ce rendez-vous qui a lieu, même sur un charnier, même sur un champ de bataille entre deux êtres, ce qui fait que, comme deux atomes qui sont là unis et qui permettent la manifestation, eh bien, c'est une force amoureuse. Alors, pas un amour humain sentimental, mais une force qui est au-delà de toute la conception qu'on a pu avoir de l'amour terrestre et qui fait que deux êtres vont se réunir, vont se donner rendez-vous pour se rappeler ce qu'ils sont au-delà du voile. C'est un concept, mais totalement révolutionnaire. Parce que ouais. Ce que vous dites, ça voudrait dire que, prenons le cas d'un violeur et d'une personne qui a été violée, vous allez considérer que ce sont des êtres qui se sont rencontrés par amour. Par amour. Alors, soit on part du principe que le monde est régi par le chaos et que tout vient par le fruit du hasard, soit on peut concevoir qu'il y a une sorte d'intelligence supérieure qui régit tout ça, qui régit depuis la manière dont les plantes poussent, dont les planètes circulent les unes entre les autres, dont les humains interagissent les uns avec les autres. Donc s'il n'y a pas de chaos, c'est que donc il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une intelligence parfaite, une divine orchestration qui fait en sorte que tout s'agence. Donc si tout s'agence, ça veut dire effectivement que cette intelligence supérieure qui est le point de jonction, le point de réunion de tous les êtres de la Terre, fait en sorte que ce violeur et cette femme se retrouvent l'un avec l'autre. Pour toujours la même chose, se rappeler ce qu'ils sont. Alors bien sûr que si on reste d'un point de vue là, comme si on regardait le monde par le trou d'une serrure, on verra que une action. Mais on ne verra pas ce qui sous-tend l'action, ce qui permet sa réalisation. Alors bien sûr que dans l'instant, je ne dis pas que celui ou celle qui est là, qui expérimente, on va dire le viol, il n'y a pas une douleur qui soit pertinente dans le corps physique. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Il y a autant de douleur dans celui qui se nie dans l'amour qu'il est en allant violer une femme que dans celle qui attire à elle le violeur pour retrouver sa puissance et son expression. Et ça prend un peu de temps pour sortir de « j'ai été victime de », pour en arriver à finalement cette épreuve m'a amené à grandir. M'a amené à quoi? M'a amené à retrouver la mémoire de ce que je suis et que je n'ai jamais cessé d'être, qui n'a pas commencé le jour de ma naissance, qui ne finira pas le jour de ma mort, mais qui est immensément plus vaste que ma simple condition de corps physique. En tout cas, ce point de vue ouvre des tas de perspectives, notamment dans le monde de la justice. Ouais. C'est-à-dire, vous parlez d'une certaine manière d'un retour à l'unité entre les deux extrêmes, le violeur, la personne violée, l'enfant soldat qui est le gros, la victime. Donc, ça veut dire plutôt une justice qui pourrait être réparatrice et non pénale. C'est un retour à l'amour, finalement, qui nous unit tous. Oui, où on trouve d'autres alternatives comme voie de résolution que le jugement et la condamnation. D'ailleurs, j'ai été sollicité par le ministère de la Justice pour faire une conférence dans une prison prochainement au mois de mai. Donc ça montre aussi que on a déjà beaucoup expérimenté dans le simple jugement, le fait de catégoriser les êtres humains qui auraient commis des fautes et qu'il faudrait encore plus séparer des autres, et qu'il y a peut-être
un autre aspect à stimuler en eux que le fait de je suis coupable. Très bien, ça c'est le constat de surface. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui amène à naître, à commettre tel ou tel acte réputé répréhensible? Mais c'est toujours la volonté de se connaître. Alors justement là, même s'il est incarcéré, on lui donne le moyen de se connaître, et non pas de se sentir coupable et de s'auto-flageller pendant le temps de l'incarcération, et d'apprendre finalement à savoir qui il est, au-delà de toutes les étiquettes qu'on a pu poser sur lui, tous les jugements. Elle est là la vraie liberté. La liberté n'est pas forcément pouvoir disposer de son corps physique et de l'amener d'un point A à un point B. Il y a parfois bien plus de prisonniers dans des villes où tout semble permis que dans certaines cellules où, comme Mandela a dit, moi c'est en prison que j'ai trouvé la liberté. Pourquoi il a trouvé la liberté en prison? C'est parce qu'il a porté sur lui un autre regard. Cette introspection qui lui a fait sentir qui je suis vraiment. Est-ce que je suis celui qu'on décrit à l'extérieur? Est-ce que je suis le coupable? Est-ce que je suis celui qu'on enferme? Ou ce que je suis n'a jamais été enfermé? C'est là cette réalisation de la conscience qui véritablement libère. Ça ouvre tellement de possibilités de réparation, en fait. De réparation à se retrouver soi et à retrouver l'amour sans se juger. Absolument. Durant votre carrière, vous êtes appelé à des fonctions de management. Et vous décidez de changer de style de management. Vous décidez de vous exprimer en vérité, sans faux semblant, une certaine manière de vous mettre à nu, de vous dévoiler, et vous exprimez de l'amour. Mais parler d'amour à l'armée, ça fait bizarre, non? Non, enfin oui et non, mais je pense une question de sémantique. Dans les armées, on parle quand même d'amour de la patrie, hein. On parle d'esprit de corps, on parle de camaraderie, on parle de frères d'armes. C'est une notion de fraternité, d'esprit de corps, de cohésion. Eh bien, j'ai dit, ok, on va appeler un chat un chat. C'est de l'amour dont on parle. Alors, j'ai pas eu peur de dire, effectivement, aux êtres qui étaient sous mon commandement, que je les aimais. Plutôt que d'employer des termes d'un peu condescendants de bienveillance et de respect, etc. Oui, j'avais cette, on va dire cette carapace là que j'ai souhaité fendiller. Et alors ça pouvait sonner un peu neuf hein, dans cet univers. J'imagine. Ouais. Mais j'ai senti un vrai soulagement. Pas tellement en moi, mais chez les autres qui évidemment disent, ben oui, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui fait que sur un champ de bataille, on va aller porter secours à un camarade qui est pris sous le feu au péril de sa propre vie, si c'est pas un acte ultime d'amour. Alors on me dit, soit on me dit, oui, mais vous, les militaires, etc., c'était dur, etc. Mais je dis, mais j'ai pas vu le même degré d'amour dans des emplois civils. Qui est prêt à mourir pour son collègue du bureau? Alors que dès que l'autre a une promotion que l'on n'a pas, et qui fait un peu plus d'heures, moi moins, etc., ça commence à générer des jalousies. Je dis dans cet univers-là, qui est peut-être un peu ostracisé ou décrié ou parfois vu de manière un peu caricaturale, la quantité d'amour, elle est paroxystique parce qu'on est prêt à perdre, eh bien, son expérience, la vie du corps physique au profit de l'autre, sans attendre de retour. Il y a un abandon de la personne au profit du groupe, du collectif. Mais quand vous dites parler aussi en vérité, sans faux semblant, c'est d'une certaine manière exprimer aussi parfois vos doutes, peut-être parfois des peurs, en tout cas votre ressenti profond, et c'est une manière de se mettre complètement à nu devant vos hommes. Est-ce que c'est pas perturbant, être commandant et oser se dévoiler comme ça? Bon, alors moi, c'est pas tellement que j'exprimais mes doutes ou mes peurs, mais en tout cas, ce que je faisais, c'est que je laissais
en tout cas la plus grande part possible à l'initiative de chacun. C'est-à-dire que je me suis toujours dit que le chef seul n'est rien. Il n'existe que parce qu'il est reconnu comme tel, et donc, mais pour exister, eh bien, il a besoin de la sagesse, de la maturité et de l'intelligence, je veux dire, éternelle qui réside en chacun. Et j'ai vu des êtres se révéler dans leur puissance, dans leur discernement, alors qu'ils n'avaient aucun grade, mais lorsque tout autour de la situation est celle comme une révélation de ça, eh bien, je voyais ça comme une espèce d'éclat à l'intérieur. On parlait de ce style de management qui était un peu différent, mais qui était, le terme, c'est le commandement participatif par objectif. C'est-à-dire il y a une inclusion totale du groupe dans, effectivement, la manière d'avancer dans un processus. Bon. Après, bien sûr que le chef tranche et va décider, parce que il y a un adage qui dit lorsque le chef s'assied, la troupe s'allonge. Donc il faut rester debout et dans l'axe. Et j'avais toujours à cœur, non pas de partager mes peurs, mais de faire en sorte justement que je me responsabilise. Pourquoi? Parce que ce que j'ai beaucoup observé, c'est que il y a beaucoup de chefs qui ont peur et qui masquent ça sous la forme de la colère. La colère, c'est la peur qui juste, c'est un écran de fumée. Hein. La colère, c'est la peur de ne pas y arriver, d'affronter le pseudo-échec, et ainsi de suite. J'ai toujours voulu me responsabiliser et ne pas me décharger sur mes subordonnés de la peur qui doit être la mienne. Parce que c'est trop facile, quoi. Trop facile d'être craint par la colère qu'on peut manifester, alors qu'en fait, c'est notre propre peur, et puis sous prétexte de oui, moi je suis attention, avec moi ça va pulser, et puis on hurle, etc. Mais en fait, c'est de la peur, et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, eh bien, dans les strates inférieures, chacun ressent cette peur-là, et puis ça tétanise tout le monde. Alors on se prend les pieds dans le tapis une ou deux fois, et après on se rend bien compte que lorsqu'on se responsabilise, lorsqu'on assume ça, et qu'on trouve plus des causes extérieures, oui, le chef du dessus à cause de lui, etc. Donc on va se délester sur ses subordonnés, mais qu'on dit ok, tiens, très bien, c'est ma rencontre avec moi-même. Je vais pas nier parce qu'à un moment donné, on est seul face à soi-même dans son bureau ou dans son véhicule, peu importe, avant une prise de décision sur le terrain. On ne nie pas les doutes qui peuvent être les nôtres, on nie pas l'énergie qu'on appelle peur qui nous traverse. Simplement, on la regarde en face. On va pas commencer à regarder ailleurs et la transformer en une forme de tyrannie ou de colère qui en fait est une mascarade. Et j'observais à quel point ce climat apaisé et apaisant, eh bien, permet à chacune et chacun d'exprimer sa toute puissance de l'instant. Alors bien sûr que j'ai ensuite déjà invité, alors par ce reflet de l'exemple, eh bien chacun a assumé ça et pas se dissimuler derrière. C'est très facile d'être dans la colère, dans la fameuse colère du chef ou du caporal qui va hurler, mais égale peur. Dès lors qu'on leur dit, bon, toi tu cries, c'est que t'as peur. Ça calme tout le monde. Hein. Ouais. Tous les chefs qui étaient là hurlaient, pensant que c'était ça être chef, c'est je crie. Non, si tu cries, c'est que t'as peur. Et comme la peur est pas super bien vue, en plus, ça oblige chacun à faire ce travail intérieur. Ouais. Avant de crier, conçois bien que, puisque on te l'a dit, si tu cries, c'est que t'as peur, regarde ta peur. Et peut-être que tu crieras un peu moins. Donc en fait, si je comprends bien, vous ne parliez pas de vos peurs parce que vous les aviez transcendées. En tout cas, j'y travaillais ardemment. C'est ça. Et c'est une sacrée discipline de reconnaître sa peur et de la transcender pour ne pas l'exprimer. Mais oui, mais c'est ça. On parle de la discipline dans les armées. Et la discipline, c'est vraiment une discipline intérieure. C'est être disciple de soi. La discipline. Être disciple de soi. Quelle belle définition de la discipline. Ouais. À partir de 2011, dans l'armée, vous êtes partagé entre votre aspiration profonde, c'est-à-dire une vision spirituelle, extrasensorielle, une soif de lumière,
et une capacité médiumnique qui revient vers vous. Et en fait, ce que vous vivez au quotidien, ça vous a amené à un moment donné à quitter l'armée, je suppose. Alors, j'ai toujours été partagé, puisque il y a toujours une voix en moi qui me disait que je ne ferais pas toute ma vie dans un décor militaire. Mais le vrai tournant a été lorsque je suis rentré de 6 mois d'Afghanistan, où j'ai senti que la boucle était bouclée. Notamment, tout à l'heure on a abordé cette notion de compassion. Moi, m'étais fixé un objectif en Afghanistan, c'est de m'y sentir là-bas comme chez moi. Je me suis dit, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu feras en sorte de ne plus sentir la moindre répulsion, la moindre peur, la moindre aversion pour quoi que ce soit là-bas. J'ai dit, si c'est là-bas, c'est réel, réalisé, tu seras bien partout. Mais parce que tu seras bien à l'intérieur. Au départ, lorsque j'ai posé le pied là-bas, c'était un enfer à l'intérieur, parce que c'est toutes les peurs qui remontent, et puis on capte les vibrations du sol, et puis tout le sang versé, et ainsi de suite. Moi qui ne suis jamais malade, mon corps s'était liquéfié la première semaine. Et j'ai insisté. C'est-à-dire que je suis rentré dans cette pleine conscience de je veux regarder en face ce qui en moi refuse d'être ici. Je veux regarder en face ce qui en moi refuse de ne pas juger l'autre, de ne pas le condamner, ainsi de suite. Jusqu'à ce que je me sente littéralement en paix. À l'intérieur, libre. Libre de traverser tout le pays avec une sécurité minimale. Dire ok, non c'est bien, là je peux partir de ce cadre-là sans fuite. Et donc au retour de ces 6 mois d'Afghanistan, eh bien pour moi la boucle était bouclée, 18 ans de pérégrination, mais je n'avais aucune information quant à la suite à donner. Je savais juste que ce schéma initiatique s'arrêtait là. Ça me dit aussi, la suite te sera révélée lorsque tu seras parti. Alors le confort a voulu que j'attende qu'on me propose autre chose, parce que moi quand je suis parti, j'ai rien, pas de retraite, je suis parti avant le terme. Donc c'était une sortie de l'avion sans parachute. J'avais commencé parachutiste, donc c'était une bonne une bonne mise en pratique. Mais la force de cet appel intérieur a été bien plus grande que celle de mes résistances et de la volonté de connaître la suite, d'avoir une forme d'élément pour me rassurer, un cadre. Non, là, je suis sorti en plus, le cadre militaire quand même assez structuré, structurant. Et là, je suis parti dans quelque chose où il y avait rien, pas de cadre. C'était je devenais mon propre cadre. Mais l'appel n'était pas négociable. C'est à ce moment-là que tu as décidé de consacrer ta vie au service des autres et du bien commun. D'une certaine manière, tu le faisais déjà dans l'armée, en fait. Et en 2016, sort le livre « La symphonie des âmes, du fracas des armes à la paix intérieure ». Du fracas des combats à la paix intérieure. Oui, c'est pareil. Oui, tout à fait, oui. Grégory, comment vous sentez-vous là? Très bien. Qui êtes-vous, Grégory? Qui je suis? Alors c'est la question que j'aime, en tout cas que j'ai même posée pendant de longues années, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Qu'il y ait disparition du questionneur. Je vais disparaître instantanément. Alors, c'est pas la disparition de physique, mais c'est la disparition de la nécessité d'avoir une réponse qui soit formelle. Quelle est votre raison d'être sur cette planète? Aimer. Sans condition. Tout ce qui est. Grégory Mutombo, que faites-vous dans la vie? Alors, je dirais instinctivement rien. je fais rien, mais simplement, j'observe que en écoutant le mouvement de la vie à travers moi, eh bien, je suis conduit à écrire des livres, à donner des conférences, à animer des séminaires, à parcourir
le monde avec des groupes pour conduire chacune et chacun à davantage d'autonomie, de vérité, de liberté, de paix intérieure. Si vous faites rien, vous avez quand même un objectif? Le seul objectif que j'ai, c'est que chacune et chacun sur Terre se rappelle ce qu'il est vraiment, au-delà des limites du mental, au-delà des étiquettes qui ont pu être posées, au-delà des croyances que chacun a pu, auxquelles chacun a pu adhérer. Donc, mais c'est pas un objectif où je ne me dirais pas un jour, tiens, ça y est, je suis arrivé à l'objectif. C'est un mouvement permanent, perpétuel. Quel milieu fréquentez-vous? Je vais dire tous les milieux. Dans les gens qui viennent à moi et vers lesquels je vais, il y a des gens issus de tous les milieux. Alors il y a des enseignants, des professeurs, des médecins, des artistes, des ouvriers, des sportifs. Je me limite à aucune frange de population, sous prétexte qu'elle serait plus ou moins plus ouverte ou éveillée. Bien sûr que par ce que je transmets dans mes conférences et mes discours, eh bien, il y a une forme de sélection naturelle par la vibration qui fait que celui ou celle qui n'est pas du tout, en tout cas qui ne témoigne aucune forme d'intérêt pour les questions un peu plus philosophiques que matérielles, bon, ça crée une forme de distance apparente. Mais je ne m'interdis rien. Raison pour lesquelles, d'ailleurs, je me sens autant appelé à parler à des soi-disant éveillés qu'à des détenus en prison. Donc en fait, c'est aussi d'une certaine manière une communauté qui partage des valeurs identiques. Oui, alors, mais moi je vois la Terre comme une communauté. Parce que j'ai trop vu des reformations communautaristes dans des milieux dits spirituels où on est entre nous, on a les bonnes idées, la bonne tenue, la bonne nourriture, la bonne musique qui va... Bref, et ça devient comme quelque chose qui est un peu clivant, enfermant. J'aime à rappeler que lorsqu'on est capable de voir son voisin de palier, celui pour lequel on a le plus d'aversion parce qu'il met la télé à fond sur les chaînes de foot et dont on entend les bruits de bouteilles dans la poubelle le lundi matin. Mais si on est capable de voir cet être-là comme étant de même essence que soi, avec la même aspiration, avec la même volonté de se rappeler véritablement de ce qu'il est et de vibrer l'amour. Il n'y a plus de communauté, ça n'existe plus. Il y a juste l'humain qui est là, qui est incarné et qui fait du mieux qu'il peut à chaque instant pour se rappeler ce qu'il est. Quel est votre point de vue sur le monde actuel? Alors, j'en parle souvent. Dans ce qui est perçu apparemment, je dis bien, il y a une sorte d'effondrement qui pour moi est salutaire. Alors, le domaine de l'économie, la politique, de l'industrie, de l'écologie, de l'éducation, c'est comme une sorte d'hologramme qui n'est plus alimenté par la source. Alors ça semble tenir par 4 fils, mais moi ça stimule en moi un optimisme absolu. Parce que je sais que ce qui est là perçu est vraiment, ce sont les prémices à l'émergence d'un monde qui est la suite logique de l'élévation des consciences au niveau global. Alors bien sûr qu'il y a une forme de résistance, on va dire, d'une partie de l'humanité qui s'accroche à un monde ancien, qui a vécu, fondé sur la domination, sur la séparation, sur du rejet, du jugement, certes. Mais la nature a horreur du vide. Cet effondrement là, salutaire qui a lieu dans toutes les strates de la société laisse progressivement place à autre chose, à un nouveau schéma, un nouveau paradigme qui est là, qui est nourri, je veux dire, de l'intérieur par des êtres qui sont déjà à l'œuvre dans tous les structures dont j'ai parlé, éducation, médecine, industrie, même dans l'industrie militaire, même dans la pétrochimie, même dans toutes les branches qui sont réputées les plus éloignées de ce centre, on va dire, cardiaque.
dans la haute finance, partout. Ce sont comme des fleurs de lotus là, qui fleurissent sur des lacs de boue et qui, par leur parfum, contaminent, je veux dire, tout le reste. Alors moi, ça me met infiniment en joie quand on me dit « Ah là là, le monde s'effondre ou c'est la crise », mais bonne nouvelle. En fait, c'est le principe de la métamorphose. C'est d'abord une mort pour une renaissance. Oui, c'est ça. Et la renaissance ne peut pas passer sans la mort. Non, c'est un passage obligé. La souffrance vient du fait qu'on s'accroche à l'ancien. Elle ne vient pas de l'émergence du neuf. Elle vient de la rétention, ça vient de cette idée de c'était mieux avant. Mais c'est ne serait-ce que le progrès, quand on voit, c'est comme si, tiens, on se disait, je vais conduire une charrette, et ça devient une autoroute. Le rythme s'accélérant, il y a de fortes chances que la charrette soit percutée. Alors, est-ce qu'il faut préserver la charrette? Dire oui, effectivement, on va lui faire de la place, on va faire ralentir toutes les autres voitures, ou dire, tiens, allez, laisse ta charrette sur le côté, c'est du bois, elle va pourrir, elle retourne à la terre, et puis accueille le rythme neuf, accueille les vibrations nouvelles, et puis laisse-toi porter par le courant de la vie. Une très belle image, merci beaucoup. Grégory, parlons des 5 piliers de la démocratie éthique. Le premier pilier, c'est l'éthique de l'accomplissement. Cette éthique de l'accomplissement part d'une idée, qu'il y a des lois naturelles, et que la loi naturelle principale, c'est même un postulat qui découle d'une observation, à savoir lorsqu'on observe le monde, l'univers depuis sa création, le Big Bang, la création, les premières cellules, le développement, les animaux, les végétaux, puis les poissons, les animaux, les vertébrés, l'être humain, on constate que l'univers grandit perpétuellement en conscience. Et le postulat de cette éthique, c'est d'explorer tous les possibles pour grandir perpétuellement en conscience. C'est sur cette base-là que se positionne l'éthique, c'est-à-dire sur la raison d'être de l'univers, à savoir grandir perpétuellement en conscience. Et c'est une éthique de l'amour et non pas de la morale. De l'amour, ça veut dire j'agis par amour et pas parce qu'on me dit tu fais ci, tu fais ça. Non, c'est être en phase avec son être profond et avec la vibration de l'univers et ces lois naturelles qui sont l'augmentation perpétuelle de la conscience. Également, le respect à la fois de l'individu, des groupes, des communautés, de la nature et de notre propre nature. C'est le point de vue résumé de l'éthique. Je suis très très en phase avec tout ça, notamment de cette notion d'exploration du champ des possibles, qui est à mon sens effectivement on va dire, illimitée. Il n'y a pas d'autre sens à cette multiplicité de la forme que celle que la vie qui joue à se connaître en dehors d'elle-même dans cette création infinie, à la fois dans sa forme, dans ses reflets, dans ses vibrations, dans ses parfums, dans ses sons. Tu n'as pas de communauté. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est en fait l'espèce humaine unie et indivisible. Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est que... alors, c'est là où il y a une forme de beauté dans cette multiplicité, c'est que il y a certes, on va dire, 7,5 milliards d'êtres humains qui semblent tous différents dans leur expression, mais en soi, ils sont tous identiques, en eux-mêmes, en essence. Alors, le piège, bien sûr, est de vouloir les assembler par apparence similaire, ou par idées similaires, ou par comportement similaire. Mais là, on est sur un aspect temporel des choses. Et on sort justement de cette création qui naît dans l'instant présent, qui est toujours neuf. Alors, si on sort de ces schémas clivants qui sont fondés sur une observation extérieure des choses, eh bien, on entend qu'il n'y a plus possibilité de catégoriser les uns et les autres, et donc de les enfermer
au détriment d'un autre espace qu'il pourrait découvrir, connaître, investiguer, etc., etc. Alors, raison pour laquelle, effectivement, je suis très attaché à cette notion d'humanité, la communauté humaine qui aspire dans sa globalité, eh bien, à la même chose. Alors oui, les chemins qui sont empruntés peuvent sembler très opposés. Mais je veux dire, heureusement qu'ils sont tous opposés, enfin semblant opposés, parce que c'est ça qui crée ce mouvement, c'est ça qui crée cette diversité, c'est ça qui crée l'envie de se découvrir, de se rappeler ce que l'on est. C'est en fait typiquement la vision de la démocratie éthique. Parce qu'en fait, l'éthique dont tu parles, c'est celle d'une vision non pas égocentrique, non pas ethnocentrique, à savoir tu fais partie de ma communauté, t'es mon ami, t'en fais pas partie, t'es mon ennemi. Ouais. Et en fait, tu parles d'une vision monde-centrique, c'est-à-dire qu'il y a une seule espèce, une et indivisible. Absolument. Absolument. Et que dans cette espèce une et indivisible, eh bien, il y a des formes d'expression qui sont différentes, mais qui se nourrissent les unes des autres, qui s'enrichissent les unes des autres, par justement cette capacité à se reconnaître au-delà de la différence apparemment exprimée en surface. Ben, en fait, tu amènes directement le deuxième point de la démocratie éthique. Le deuxième pilier, c'est le retour à l'unité. Et donc, en fait, c'est le retour à l'unité de l'être humain en tant qu'espèce, une et indivisible, non pas des communautés séparées, des communautés différentes dont les différentes créent la richesse de cette unicité. Mais dans le retour à l'unité, on parle aussi d'équilibrage des polarités, c'est-à-dire des qualités masculines et féminines, le yin et le yang, on le dit. Mais aussi en politique, on peut parler la gauche et la droite. La gauche serait plutôt les valeurs de partage, la droite plutôt des valeurs de structuration, de direction et de puissance aussi. Et donc c'est un peu les qualités masculines et féminines. Et le retour à l'unité, en fait, c'est la reconnaissance de ces deux polarités qu'on nous a toujours proposées comme quelque chose de complètement opposé, vers un retour d'une co-création, d'une unité. Oui, absolument. C'est vraiment ce passage de la dualité à l'unité, en reconnaissant bien évidemment que, on peut parler de la politique, mais ce qu'on rejette chez l'autre, c'est ce qu'on rejette en soi. Et donc, alors, dès lors où on peut accueillir en soi ce qu'on rejette en l'autre, en vérité, eh bien, ce qui se passe, c'est cette unité, on passe de cette séparation, ce conflit permanent, on parle d'opposition en politique, hein, c'est l'autre, et forcément, il est opposé. Ne serait-ce que parce que il n'appartient pas à son camp, il est opposé. Il n'est pas neutre, il est opposé. On parle d'opposition. Alors, il est temps de sortir cette notion d'opposition et de voir que ce à quoi eh bien, on dit non, en fait, c'est pas extérieur à soi, c'est à l'intérieur. Alors, c'est très juste, cette notion de polarité, de masculin et de féminin, qui parfois ont d'ailleurs été un peu travestis dans leur essence. On a dit que les femmes étaient le sexe faible, par exemple. La puissance était forcément un attribut des hommes masculins, et ça donnait lieu à cette prédominance caricaturale des hommes dans la politique, dans les commandes des finances, sous prétexte qu'il fallait gouverner ou commander juste par la tête, par le mental, et puis ne pas en considérer effectivement ce qui pouvait être intérieur. Sauf que le féminin précède le masculin, et donc avant de structurer quelque chose, s'il n'y a pas de contenu, eh bien il n'y a rien, c'est une coquille vide. Et dès lors que l'on sent à quel point eh bien, cette observation intérieure, cet accueil intérieur est un préalable eh bien, à ce qui va être mis en action, là ça donne du sens. Là il y a rapprochement effectivement de ces extrêmes, là il n'y a plus histoire de gauche et de droite. Là, il y a cette complétude à laquelle chacun aspire. Il n'y a plus d'opposition, ça n'a pas de sens. Et même ça que revendiquer, je suis dans l'opposition, mais on parle de soi. C'est comme si on disait, je suis coupé en deux. Tout à fait, merci beaucoup. Le troisième pilier de la démocratie éthique, c'est la notion de distance sacrée. C'est-à-dire, c'est de considérer qu'il y a un espace inviolable, une espèce de loi naturelle,
que l'on trouve dans la nature, par exemple entre les électrons, les protons, les noyaux, il y a toujours du vide partout. Et violer cet espace, c'est quelque part ne pas respecter les règles de la nature. Et dans la démocratie éthique, on parle de distance sacrée entre l'individu, le collectif, et la nature. À savoir, le collectif qui se permet de faire l'intrusion dans la vie individuelle et d'imposer sa loi à l'individu, il détruit l'individu. C'est un peu ce qui s'est passé dans le communisme. À l'inverse, le capitalisme qui, lui, prône l'individualité, peu importe les dégâts que l'individu fait sur le collectif ou sur la nature, par exemple quelqu'un qui va acheter une entreprise et virer 5000 salariés au détriment de l'impact qu'il va faire, ou même détruire la planète parce qu'il va polluer, des groupes je dirais industriels, il ne respecte pas cette distance sacrée. Que pensez-vous de cette notion de distance sacrée ? Oui, elle est fondamentale et elle nous ramène encore, j'ai envie de dire presque par écho, à ce qu'on a pu aborder juste avant, s'agissant des polarités masculin-féminin, puisque là on rentre encore dans une conscience globale. Alors, il est à voir aussi que il n'y a pas un système qui soit l'un bien et l'autre moins bien. On n'est même pas dans une échelle de valeurs. Alors on parlait du communisme et du capitalisme. Les deux ont essayé d'explorer une voie, mais en prenant qu'une partie, je puis dire, du décor. Et que ce à quoi on aspire vraiment, ou ce à quoi cette humanité eh bien, est destinée, c'est d'aller observer avec conscience, avec honnêteté surtout, ce qu'a été la substance originelle de l'intention là dans le communisme et dans le capitalisme, et de voir que bon, très bien, la voie qui a été prise a mené finalement à cet écartèlement. Mais il y a quelque chose qui sous-tend, qui est plus grand que ça, dans les deux aspects, ou dans d'ailleurs tous les aspects, et qu'il y a une invitation qui est faite eh bien, à réunir ce qui, on va dire, la substance de chaque démarche, et l'amener à une observation qui est la réponse à la question, mais que voulons-nous vraiment? Est-ce qu'on veut vraiment ça? Est-ce qu'on veut vraiment que le groupe eh bien, ait autorité sur l'individu? Est-ce qu'on veut vraiment que l'individu agisse au détriment du groupe? Mais quand on met les deux en transparence, en superposition, on voit que en fait, tout le monde veut la même chose. Alors le chemin qui a été pris, c'est un chemin un peu de adolescent, où on essaie des choses et puis alors ça frotte, ça buse, et puis on dit bah, on va essayer encore, on va résister, et puis on va voir combien de temps ça tient. Après nous le déluge. Mais qu'on rentre dans un temps de la sagesse, et il y a une forme de congruence là, universelle, qui amène à beaucoup plus je dirais un tas d'honnêteté, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jeter en bloc l'un et l'autre, dire bon, il y a des aspects qu'on a essayé d'appréhender, sur lesquels on est resté un peu en surface, mais au fond, ce que tous voulaient, c'était la même chose, c'est être heureux, et tous les êtres humains sur Terre veulent être heureux. Je vois ça qui émerge dans cette humanité. Ouais. Quatrième pilier, c'est la communication vivante. Alors la communication vivante, toujours dans cette conscience qu'il y a deux polarités, la partie féminine, la partie masculine, elle considère que la communication, je vais le dire, mentale ou plus profonde, empathique, telle que la communication non violente, la communication transformative, la PNL humaniste, l'analyse transactionnelle, qui sont dans ces intentions-là, est absolument fabuleuse. En même temps, l'autre polarité est souvent oubliée, c'est-à-dire une communication que j'ai envie de qualifier de physique, voire guerrière, celle qui est liée aux arts martiaux. Pourquoi ? Parce que toute tension qu'on trouve dans le corps est physique, et on ne peut pas libérer des tensions physiques par du mental. Et donc, cet aspect-là de la communication est souvent oublié, voire dénigré dans le monde du développement personnel. Il me semble qu'il nous faut les deux. Tantôt
la communication empathique, tantôt la communication guerrière, puissante. J'ai toujours prôné l'idée d'une spiritualité qui soit incarnée, c'est-à-dire qui descende jusque dans la matière. Alors on peut avoir beaucoup d'inspiration, effectivement, beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, même altruiste. Mais tant qu'il n'y a pas une réalisation, là, dans la corporalité, dans le corps physique, tant que ce n'est pas vécu, intégré dans chacune des cellules, eh bien ça reste un peu la littérature, ça reste un peu en flottaison. Alors bien sûr que oui, cette notion de communication non violente doit être amenée dans le corps physique et doit être mise à l'épreuve de l'expérience. Tant qu'on n'a pas expérimenté les choses et que l'on n'a pas, j'ai envie de dire, goûté toutes les teintes de ce qu'on appelle l'amour. Ok, l'amour peut être une forme d'écoute attentive, douce, mais parfois l'amour tranche. Et c'est pas parce qu'on va être un peu apparemment rigide dans une parole, dans une décision, que c'est pas de l'amour. Ce serait un acte de non-amour parfois que de demeurer dans une forme là, de béatitude qui serait sous prétexte que oui, l'amour permet tout. Non. Parfois, l'amour dit non. Lorsqu'une mère va crier sur son enfant parce qu'il est en train de perpétuer un geste qui là, va causer des désagréments aux autres ou engendrer une blessure. C'est pas du non-amour. C'est aussi la parole qui va aller droit au but et qui a besoin de transiter justement par la densité corporelle, même jusqu'à impacter l'autre physiquement. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté engagé où c'est tout le corps qui participe à ce processus. Merci, ça peut choquer beaucoup de gens. Tous ceux qui ont une vision doucereuse, comme du velours, de l'amour, oui, pourront être choqués. Mais l'amour est neutre dans son expression, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, parce qu'on va parler doucement, qu'on porte plus d'amour que celui qui va être un peu plus tranchant. Parfois, pour être réveillé d'un cauchemar, eh bien, celui qui s'approchait va hurler. Et si on fait « Hé, réveille-toi » sous prétexte qu'on est tout amour, l'autre est maintenu dans son cauchemar. Et des fois, c'est un cauchemar existentiel. Alors, l'amour prend la teinte qui est parfaite pour celui ou celle qui en est le destinataire ou la destinatrice. Oui, un électrochoc est parfois salutaire. Exactement. Et le cinquième pilier, c'est la gouvernance éthique. En fait, la gouvernance éthique a elle-même des fondements qui sont une raison d'être de toute organisation, entreprise, collectivité, qui soit en phase avec l'éthique de l'épanouissement, le partage du pouvoir de décision par consentement mutuel. Donc là, on amène la notion de partage dans la direction, tout en maintenant la discipline et l'autorité dans l'exécution des tâches. Puisque sans discipline, on ne peut pas construire une maison, on ne peut pas sauver les gens d'un incendie s'il n'y a pas un chef qui va donner des ordres. Par contre, on peut partager le pouvoir pour choisir le camion de pompier. Dans la gouvernance éthique, il y a un nouveau mode d'élection absolument révolutionnaire, c'est un mode d'élection sans candidat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte de pouvoir. On va choisir quelqu'un, mais il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de campagne électorale. Il faut le vivre pour le ressentir. Et à la place de dénigrer l'autre, on va mettre en valeur ses qualités. Je te choisis toi parce que tu as les meilleures qualités du monde. Et on va pas dire comme on fait maintenant, ce type-là c'est un salaud, il faut pas voter pour moi. Non, c'est l'inverse. On va magnifier la qualité, dire voilà pourquoi je te choisis toi, parce que tu as telle qualité de discipline, de cohérence, de constance et que sais-je, hein, ou de créativité. Un autre fondement, c'est la réappropriation du pouvoir, mais aussi de la responsabilité individuelle, qui permet à la fois un droit et un devoir de désobéissance.
à la fois d'obéissance et de désobéissance. C'est-à-dire que si on donne un ordre qui n'est pas en phase avec la raison d'être, il y a un devoir de désobéissance. C'est une notion qui n'est pas toujours facilement acceptable. En tout cas, c'est une notion, moi, qui existait déjà dans le monde militaire dans lequel j'étais. Ce devoir de désobéissance, dès lors qu'un ordre qui est donné, eh bien, manifestement est contraire à la dignité, au sens de la valeur humaine et osons le mot, de l'amour, eh bien, il y a l'obligation de désobéir. Alors, ça, c'est un aspect qui est assez méconnu, ce qu'on appelle les baïonnettes intelligentes. Les baïonnettes intelligentes. Oui. C'est-à-dire que c'est pas juste, j'ai reçu l'ordre de, mais est-ce que, en conscience, est-ce que ma conscience est alignée sur l'ordre qu'elle t'a donné? Alors, on va dire que la limite est floue, parce que où commence la conscience, où commence la réflexion, où démarre la désobéissance, mais j'ai envie de dire que les graines de ce dont on parle ont déjà été semées. Dans, on va dire, une structure qui est celle où la notion de désobéissance est la moins acceptée. C'est tout le paradoxe. C'est tout le paradoxe. C'est pour ça que je suis infiniment optimiste quant à cette ouverture généralisée de la conscience dans ce monde, cette masse critique qui sera prochainement atteinte et qui nous amène vraiment, qui nous ouvre les portes de ce dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi effectivement un aspect essentiel, c'est de la responsabilité. Plus on est responsable de ce qui se joue autour de nous, eh bien, moins on porte de poids sur les épaules. C'est ça le paradoxe aussi. Parce que plus on se déresponsabilise, eh bien, en fait, plus la vie nous est pesante parce que tout nous est donné, donc pris de l'extérieur. Et donc, perdant tout pouvoir, en apparence, eh bien, la vie devient en fait un enfer. Plus on est responsable, et moins on a besoin de donner notre pouvoir à celui qui serait élu et qui en disposerait à sa guise, et bien évidemment qui sera jamais celui correspondant à notre aspiration, puisque au départ il y a eu un déni. Il y a eu un déni de notre capacité à discerner par nous-mêmes. Alors c'est parfaitement juste, cette notion de ne plus désigner un candidat, mais de permettre l'émergence de celui ou celle qui porte, on va dire, les qualités essentielles, intrinsèques, vibratoires, qui rassemblent, en tout cas, qui sont présentes en chacune et chacun. Et qui sont toujours la même chose, c'est la compassion, c'est de l'amour, c'est de la paix, c'est de la sagesse, c'est de l'humilité, c'est de l'harmonie, c'est la complétude. Et non pas des promesses qui n'engagent que celui ou celle qui les écoute, et qui sont fondées sur une vue, on va dire, tellement cloisonnée du futur. Qu'est-ce qu'on en sait de la manière dont le monde va se porter dans un an? Et on va là vendre des arguments qui sont souvent plus par opposition à ce que va donner le voisin. Mais je pense que cette humanité est fatiguée de ce principe-là. Et en fait, c'est vrai que dans la gouvernance éthique, on dit que on s'adresse à des gens, on leur dit, voilà, on va partager le pouvoir. Mais des dirigeants ou des gens qui ont le pouvoir, ils ont peur de partager le pouvoir. Et qu'est-ce qu'on dit en fait? Partager le pouvoir, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on en ressent. Exactement. Donc on ne perd pas son pouvoir. C'est même le contraire, c'est le paradoxe. Plus on le partage, plus on en ressent. Exactement. Parce qu'on ne le perd pas. C'est comme l'amour. Et la connaissance. Et la connaissance. En démocratie éthique, il y a des propositions de loi, de règles. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi à ça, comme je le disais tout à l'heure, dans la justice, dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, la permaculture, dans la technologie, dans l'économie, dans la finance.
Et en fait, la proposition, c'est en fait une co-création entre tous ces spécialistes d'un nouveau programme politique. Donc, une des suggestions, c'est de partir de l'idée, en fait, que ce qui dirige le monde actuellement, c'est le monde de la finance. François Hollande le disait, mon ennemi, c'est le monde de la finance. Il n'y a pas eu d'action concrète, en tout cas. Donc, c'est celui qui détient de l'argent détient le pouvoir. Et en démocratie éthique, on suggère que de séparer le pouvoir de l'argent, qu'aucun argent ne puisse acheter du pouvoir. Et pour ça, il faut un nouveau système financier. Et la proposition, c'est en fait de changer l'étalon monétaire en considérant que ce n'est plus le dollar la référence. Il faut savoir que le dollar, c'est une organisation, c'est la Fed qui fabrique le dollar. La Fed, en fait, c'est la Banque centrale américaine, mais qui est une société privée qui appartient à environ 300 individus. Et cette société privée, en faisant clic, fabrique des milliards de dollars, comme la BCE d'ailleurs le fait, et toutes les autres banques après, c'est de l'argent virtuel qui n'est pas basé sur une valeur. Et donc l'idée, c'est de dire, puisque nous sommes les seuls êtres à utiliser de l'argent, faisons un étalon monétaire qui soit l'être humain en tant que tel. Et alors plutôt que d'hériter à la mort d'un individu, pourquoi est-ce qu'on n'hériterait pas à la naissance ? Ce qui est plus logique, on hérite de la vie, on devient vivant, on meurt, et quand on meurt, on s'en va, il n'y a rien qui reste. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, il faudra un système financier où chacun est actionnaire à part égale d'une banque centrale et que chacun devienne, que le nouvel étalon monétaire soit l'être humain et qu'à la naissance, on crée un étalon, on crée une masse monétaire. Donc, le nouveau système financier ne soit plus celui qui dépende de la dette et d'une croissance, parce que dans un monde fini, une croissance infinie est complètement une aliénation. Et c'est pour ça que dans notre système actuel, on a besoin de guerre pour détruire tout et refaire de la croissance. La deuxième proposition, ça concerne les matières premières. En démocratie éthique, on pense que le pétrole, la terre, les forêts, l'or, les diamants, l'uranium et tout ça, ça ne peut pas être propriétisé. Ça ne peut pas être ni nationalisé, ni dénationalisé. En fait, ça doit être dépropriétisé. Ça appartient à la planète. Et nous, en tant qu'espèce, nous avons le droit de nous en servir, mais en respectant les autres espèces et dans un équilibre. Non pas, je deviens riche parce qu'en dessous de mon sol, il y a de l'or ou il y a du pétrole. Non, ça ne t'appartient pas. C'est dépropriété. Alors, les gouvernements qui devraient être instaurés, eux, ont pour mission de régulariser l'utilisation des ressources naturelles, mais sans revendiquer leur propriété. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriété individuelle, une maison ou de territoire. On a tous besoin aussi de son espace et de son territoire. Une autre proposition, c'est un service de contribution universelle qui donne droit à un revenu universel, c'est-à-dire quelqu'un qui consacrait sa vie à créer de la richesse pour le bien collectif pendant un an pourrait avoir droit, par exemple, à un revenu universel de 350 € toute sa vie pour l'année prestée. Mais il a le droit de faire 5 ans de service universel. Et pendant ces 5 ans, il peut soit être médecin, soit, s'il est médecin après ses études, soit être constructeur, soit être, pourquoi pas, ingénieur du son, musicien, bref, contribuer à ce qu'on trouve dans les armées. Pour moi, les structures de l'armée, c'est l'exemple parfait pour la création d'un service de contribution universelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hôpitaux à l'armée, il y a un génie civil, on peut faire des ponts, il y a la communication, il y a la télécommunication, en fait tout est dans l'armée. Et si le service de contribution universelle crée la richesse pour l'être humain, cette richesse va permettre alors de pouvoir en vivre pour ceux qui l'ont donné. Donc quelqu'un qui ferait un service de contribution universelle pendant 5 années pourrait avoir 5 fois 350 €, c'est-à-dire 1750 € par mois à vie, et là consacrer sa vie à soit la création d'autres richesses avec
le meilleur, j'ai envie de dire, du capitalisme. Quelqu'un qui se dit je vais faire un restaurant gastronomique, il va gagner de l'argent en plus, c'est parfait. Quelqu'un qui va se dire moi je veux faire de l'art et peu importe que ce soit diffusé ou pas, il va vivre décemment parce que la base et la réflexion du revenu universel et du montant, c'est suite à une étude aux États-Unis, une étude qui a analysé la population la plus heureuse. On a constaté dans le monde de la finance que les gens qui gagnaient l'équivalent d'environ 20 000 $ par an étaient les gens les plus heureux. En dessous, on rentre dans la survie. Au-dessus, on rentre dans les problèmes. Donc c'est pour ça que le service de contribution universelle va vers un revenu universel qui tend à être heureux, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, puisqu'on a contribué à la société par le service de contribution universelle. La notion de justice réparatrice, la notion de relation homme-femme, le masculin-féminin, la sortie de cette dualité, la transparence des médias et de la publicité pour une information éthique et pas influencée ou propagandiste. Une écologie évolutive, mais enrichie des nouvelles technologies. Voici toute une série de bases du programme proposé. Maintenant, pour que la bascule de ce programme se fasse, on a constaté dans l'histoire que les systèmes ne changent que lorsqu'il y a une véritable révolution. Sans révolution, ça ne fonctionne pas. Elle ne vient pas toute seule. Mais la révolution n'arrive que lorsque les gens sont excédés, n'en peuvent plus. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, en France avec la prise de la Bastille. Mais il y a deux êtres totalement exceptionnels qui ont fait une révolution pacifique. Je pense à Gandhi, qui, lorsqu'il a fait la marche du sel, a réussi par la non-violence de faire en sorte d'exclure de son territoire l'impérialisme anglais à l'époque, disons l'impérialisme. Mais c'est la non-violence qui a été la plus puissante. Mandela, il a fait pareil. Il a réengagé les gens qui étaient ses propres bourreaux dans ses gouvernements. Donc il était dans cette vision non-violente et d'unicité, comme on en a parlé. Alors la stratégie ne serait-elle pas dans l'extrême, et je dirais même plus que dans l'extrême, la stratégie ne serait-elle pas la meilleure de prendre le pouvoir en prenant le pouvoir financier, puisque c'est lui qui dirige le monde. Et là, il y a une suggestion, ça serait de faire une manifestation, et non pas de faire la prise de la Bastille, mais de faire la prise de la Banque Centrale Européenne, pour la déclarer Banque du Peuple Européen, déclarer chaque personne actionnaire à part égale, puis créer la nouvelle masse monétaire qui ne dépend plus de la croissance et de la dette, mais un système économique grâce à ce monde financier qui fonctionne aussi bien dans l'équilibre que dans la croissance ou la décroissance. Alors, l'idée est merveilleuse, mais elle suppose que collectivement, il y ait le niveau de conscience qui accompagne ça. Et que contrairement, on va dire, à 89, à la Révolution française, que cette prise-là, elle soit initiée, non pas par la colère ou la fureur ou la peur du lendemain, mais que c'est une prise de conscience intérieure, un mouvement de responsabilité, un mouvement d'amour universel qui dit voici ce vers quoi on aspire à nous diriger. Si c'est un mouvement de prédation, un mouvement de sanction, un rejet, un jugement, on retombera dans les mêmes errements. Parce que l'argent dont on parle, finalement, c'est un symbole, c'est le symbole d'une énergie qui est universelle, qui n'appartient effectivement à personne, plus en particulier, qui est là en abondance pour dire infini, et qui est ce que l'on crée.
qui est ce qu'on a choisi en tant qu'être humain pour élaborer des rapports les uns avec les autres. Ça demande évidemment un degré de sagesse plus vaste que celui qui a animé toutes les révolutions précédentes, qui n'ont eu comme conséquence que de faire apparemment disparaître les détenteurs du pouvoir là, formel. Cette révolution est d'abord une révolution intérieure qui, oui, bien évidemment, aura des conséquences hors de soi, c'est-à-dire dans la partie manifestée. Et que la solution qui est proposée, elle est particulièrement éclairée et éclairante, mais encore une fois, elle présuppose que ceux qui vont initier ce mouvement-là ne soient pas animés par l'intention de se venger d'une carence et d'une pénurie, mais au contraire d'amener par cet acte-là, par cette spiritualité incarnée, eh bien, d'amener, de faire naître, de faire éclore le nouveau paradigme. Tout à fait. Ça n'est pas le moteur de blessure qui doit être généré. Ce n'est pas parce qu'on a subi de l'injustice ou qu'on a subi l'humiliation ou de la violence ou des trahisons que l'on doit être le moteur. Le moteur, ça doit être l'amour. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'est pas question de couper des têtes. Il n'est pas question de rejeter ni de dépouiller des gens riches. Non, il est simplement question de créer un nouveau système dans lequel on accepte les gens tels qu'ils sont, et le système lui-même va mettre en place quelque chose qui va être épanouissant pour chacun, dans le respect de chacun. Il n'est pas question de dire celui-là c'est un salon, on va le virer. Non, il est question simplement dans la démocratie éthique du retour à l'unité et de dire voilà, maintenant on arrête ce jeu-là qui a été utile, très utile jusqu'à présent, et on en fait un nouveau. Et le nouveau jeu, il est mu par l'énergie de l'amour. Absolument, absolument. Et j'ai envie de dire, c'est presque comme une conclusion où on se dit, oui, de toute évidence, c'est ce vers quoi chacun veut tendre. Et c'est pas une forme de revanche ou de voie parallèle ou que sais-je. Vraiment, ça émerge d'une vraie introspection, d'un vrai appel où on sait très bien que la dualité, même si on se croit totalement dans sa vérité ou dans son droit, eh bien, la dualité n'a jamais amené l'unité des peuples ou des êtres. Et que ce mouvement universel, d'universalité, est le seul qui soit garant, je veux dire, de la pérennisation de la race humaine. Et toi qui as côtoyé les grands du monde pour la sécurité des prisonniers, etc., penses-tu que dans le monde politique, dans le monde de l'armée, de la gendarmerie, il y a des gens qui tendraient à ça? Dans toutes les strates, dans toutes les couches, dans tous les cercles, il y a des êtres qui sont là, en présence, et qui sont animés par cette même conscience. Alors, j'ai envie de dire, c'est important pour ça de ne pas juger, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout à fait. Et de percevoir, de sentir que dans chaque domaine de la société, de la civilisation, eh bien, il y a, on va dire, il y a des bonnes volontés partout. Et même chez ceux qu'on juge comme étant les plus ancrés sur leurs prérogatives et leur position, si on est capable de le voir comme étant possiblement là, je veux dire, frappé par le feu de la conscience et d'ouvrir grand les yeux sur leur quête véritable, qui n'est pas celle d'avoir plus de pouvoir ou à obtenir tel poste, mais en fait, c'est être heureux simplement, eh bien, si on est capable de voir ça en l'autre, eh bien, on lui permet de sortir de son rôle. Tant qu'on est focalisé sur « il est comme ça, il est méchant, il est ceci », eh bien, c'est comme si on cristallisait le personnage. On l'oblige en quelque sorte à se maintenir dans ce rôle-là. Et dès lors qu'on le voit comme étant celui qui, par son
allez, son discours peut-être un peu horripilant, mais nous amène à dire, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Oui, on veut ça. Ben, merci, grâce à toi, grâce à ce que tu as dit, même si c'était outrancier, mais grâce à ça, eh bien, on se rappelle de ce qu'on veut vraiment tous et toutes. Et donc, les voiles tombent, les rôles cessent. C'est ça. Donc, dans tous les milieux, ce genre de mouvement peut, à un moment donné, fédérer. Oui, complètement. Et puis, c'est comme... moi, je vois ça souvent comme un barrage hydraulique. Il suffit juste d'enlever une brique du barrage. Peu importe le temps que ça va prendre, le barrage est condamné. Tout à fait. C'est un très bel exemple. Très bel exemple. Et donc, on n'a pas besoin de 7 milliards d'êtres humains. On n'a pas besoin de 7 milliards. Non, on a juste besoin de, dans chaque grand barrage, juste une brique qui sort du barrage. Et c'est déjà accompli. Ouais. Bien, merci beaucoup, Grégory, pour ce point de vue, ton point de vue et cette co-création à la démocratie éthique. Une démocratie où c'est le pouvoir est donné à l'éthique et à la sagesse pour prendre tes mots. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup, Grégory, et à bientôt. À bientôt.